Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être au Tech Days, édition 2012. Cette année est un petit peu particulière, on a un grand produit qui s'appelle SQL 2012 qui va être lancé. Je n'ai pas le droit de vous dire quand, mais bientôt. Et pour vous aider à répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser autour d'SQL Server, et en particulier 2012, on a regroupé un certain nombre de personnes qui sont aussi bien de chez Microsoft France que de la communauté. Et le but de cette session, ça va être de poser toutes les questions que vous pouvez avoir autour d'SQL Server 2012. Donc voilà les noms des personnes qui sont présentes dans la salle. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un rapide tour de table pour savoir qui est qui, et ou qui n'est pas, et surtout de savoir un peu les sujets sur lesquels vous pourrez poser des questions. On va descendre la liste dans l'ordre alphabétique. Donc, alphabétique B, c'est ça, oui. Ok. Pascal Bello, donc je suis architecte SQL Server dans la division Grand Compte chez Microsoft France. Et donc, je suis en charge d'aider les clients grands comptes, donc les 180 plus grands comptes de Microsoft France, à mettre en œuvre SQL dans leur data center avec des grosses volumétries, de la haute disponibilité. Mon domaine de spécialité, c'est plutôt le moteur. C'est à mon tour. Bonjour, donc moi je suis Nadia Benakadi, donc aussi chez Microsoft France. Donc moi je suis technologie spécialiste sur les produits de la plateforme applicative et en particulier SQL Server et la BI. Donc je suis dans la division entreprise et partenaires. Donc voilà, je bosse beaucoup avec les partenaires, on bosse beaucoup ensemble, on avance sur ces sujets-là. Donc ensuite, je suis donc Damien Carreau. Je suis plutôt architecte infrastructure et je me suis un petit peu focalisé sur la partie BI autour de SQL. Philippe. Bonjour, je suis Philippe Gégère, je travaille pour la société Appli, basée à Strasbourg. Vous avez peut-être vu les Alsaciennes si vous êtes là depuis ce matin. Je suis consultant SQL Server et formateur SQL Server. Et voilà. C'est déjà bien, oui. C'est qui? François. Tiens, regarde. Donc, allez, je vais le faire. Bonjour, François Yel. Moi, je suis consultant BI chez Infinite Square, une société de conseil sur les technos Microsoft. Et, je fais partie du pôle BI qui, entre autres, présente de l'activité. Nous, on est sur Paris, on n'est pas alsacien. Et on a une session sur Analysis Services demain, si ça vous intéresse. Et avec mon cher ami Aurélien Coppel, qui est juste à côté de moi. Merci. Très bonne transition, François. Donc, Aurélien Coppel, moi je suis responsable technique de compte chez Microsoft et je m'occupe principalement des technologies BI, vous m'entendez bien. Donc voilà, tout ce qui est business intelligence, donc on pourra peut-être en parler un petit peu aujourd'hui. Christophe Laporte, donc MVP SQL Server et SQL Server MCM, indépendant. Je suis spécialisé sur les bases de données à très forte volumétrie, bases de données à forte, activité, donc transactionnelle, et cluster, donc tout ce qui touche à la haute disponibilité. Bonjour à toutes et à tous, Malika Margadi, avant-vente SQL Server dans la division Grand Compte Microsoft France. Bonjour à tous, Laurent Marzouk, architecte avant-vente dans la division EPG également, Grand Compte, pardon, et spécialisé sur les technologies SQL Server, architecture hautement disponible, cluster et appliance de base de données. Bonjour à tous, Jean-Marc Montfort, je suis chef de produit SQL Server chez Microsoft France, donc plutôt en charge du marketing et des opérations de lancement de SQL Server 2012. Bonjour à tous, je suis Ariane Papillon, je suis consultant SQL Server indépendant et je suis aussi président du groupe utilisateur des utilisateurs francophones d'SQL Server. Je vous invite d'ailleurs à vous consulter le site du groupe utilisateur et à vous y inscrire et à participer à nos manifestations, j'en profite. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Pertus, je viens de la société BeWise qui est basée dans le sud, c'est pour ça l'accent, donc sud-ouest, Toulouse, Aix-en-Provence et bientôt Paris. Je suis responsable SQL Server à BeWise et MVP SQL Server depuis quelques années. Bonjour, je suis Frédéric Pichot, je suis ingénieur support, ingénieur d'escalade sur SQL Server depuis quelques années chez Microsoft et plus particulièrement sur les problématiques de moteur et de performance. Et enfin, le meilleur pour la fin, Jean-Pierre Riel, je suis MVP SQL Server. Quand même. Et je m'occupe de la business unit SQL Server chez Azeo, une société de services à Paris. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de tout le monde. Donc maintenant, ça va être à vous
de poser les questions, celles qui vous brûlent les lèvres. Il n'y a pas de questions interdites. On est là pour y répondre et en tout cas vous aider à vous orienter autour de SQL. Allô. Oui, quelles sont les améliorations qui sont apportées sur SQL Server 2012 en ce qui concerne la robustesse, notamment pour améliorer le RPO face à la sensibilité de SQL Server au niveau du transaction logging et de la base master par rapport à SQL 2008 et 2005 sur lesquels c'est une faiblesse? Bon. Christophe. Ok, super. Place à nos partenaires, c'est important. Les bases systèmes ne peuvent pas être mirrorées. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de solution ni avec du SQL Server 2008 ni avec du SQL Server 2012. Les seules possibilités, c'est effectivement d'avoir du cluster. Donc le cluster va nous protéger contre des défaillances matérielles, défaillances logicielles. Maintenant, si on crache le disque, on crache le disque. Donc moi, ce que je vous conseille à ce niveau-là, c'est effectivement de ne pas chercher outre mesure à protéger vos bases, mais plutôt avoir un disaster recovery qui soit très très rapide pour ces bases de données-là. Au niveau du RPO, ok. Donc, ouais. Alors, par rapport à Oracle, effectivement, je répète la question. Par rapport à Oracle qui propose effectivement une écriture du journal de transaction à Y, donc sur 2 fichiers, éventuellement 2 langues différentes, que propose SQL Server à ce niveau-là. Donc, si ma mémoire est bonne, en SQL Server 6.5, c'était quelque chose qui était faisable. Depuis, c'est quelque chose qui a complètement disparu des fonctionnalités d'SQL Server, malheureusement. Personnellement, je trouve que ce serait quelque chose d'intéressant à apporter au niveau du moteur, de manière à se prémunir contre la perte d'une LUN, effectivement. Le point de vue Microsoft sur ce point-là en particulier, c'est de dire qu'aujourd'hui, on compense ça par du matériel. Et que l'investissement que l'on a à faire en termes de R&D pour continuer à supporter ce genre de fonctionnalité est en plus de ce que déjà fournit du matériel avec du bon RAID. Voilà. Je ne parlais pas de problème matériel, mais plutôt de corruption de fichiers au niveau du file system, qui est quelque chose qui arrive encore de nos jours. C'est pour ça qu'on fait des checks DB, des choses de ce genre. Bon, la position officielle, c'est effectivement, si on veut protéger les bases systèmes, master, etc., c'est le cluster la bonne solution. Enfin, la seule. Bah, vu qu'on parle de corruption, je vais quand même donner l'avis un peu du support. Alors, je ne sais pas où vous avez des corruptions, mais moi, j'en ai pas vu depuis très très longtemps, en tout cas des corruptions qui viennent du logiciel. Les corruptions qu'on rencontre sont les corruptions générales qui viennent du matériel. Sur le logiciel, au jour d'aujourd'hui, depuis SQL 7, je parle vraiment de SQL Server, la couche d'abord SQL Server. Après, on pourra parler de la couche NTFS si vous voulez. Sur la couche SQL Server, il n'y a pas vraiment de corruption. Donc à partir du moment où on a un mode de réplication de données, je dirais entre guillemets non physique, il n'y a pas de raison qu'il y ait de corruption là-dessus. Voilà. Il faut être confiant. Le message du support au jour d'aujourd'hui, globalement, c'est quand même de dire que les checks DB, c'est bien de le faire pour repérer les corruptions, mais essentiellement pour repérer des problèmes matériels. Et des problèmes matériels qui pourraient commencer et après se dégrader. En général, quand il y a un problème matériel, ça commence comme ça. Ça commence par quelques blocs et puis ça se propage et à la fin, ça devient la catastrophe. Il n'y a pas aujourd'hui de check DB dans le sens de on a des doutes sur la fiabilité de la base ou la fiabilité des logs, comme il y avait dans certaines versions de SQL auparavant. Voilà. Donc, il ne faut pas se cacher qu'il y en avait. Et dernier point pour vous rassurer sur la robustesse d'SQL Server, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, le Nasdaq tourne 100% sur SQL Server. Ils font 875 000 transactions par seconde quand ils sont en pic d'activité. S'ils estimaient que le moteur n'était pas robuste, ils ne parieraient pas la salle complète de Nasdaq sur la techno. Donc voilà, ça peut vous rassurer, je sais pas, d'une manière ou d'une autre. Bonjour. J'aurais aimé savoir, Oracle sort son Enterprise Manager 12c. Est-ce qu'on a un équivalent qui est en préparation chez Microsoft pour gérer justement toutes ces bases SQL Server qui aujourd'hui, je trouve, pour ma part, on a un manque pour monitorer, administrer, manager toutes ces bases SQL Server avec un outil fédéral.
Donc, par rapport à cette question qui revient souvent, hein, il y a beaucoup d'administrateurs qui posent cette question. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez le moyen le plus simple, et c'est effectivement la solution qui permet d'automatiser le maximum de choses, c'est d'avoir un outil de supervision. Donc la plupart des outils de supervision savent superviser SQL Server, les services, les composants de disponibilité, les composants de data warehousing. Donc ça, c'est important. Ça peut être System Center chez Microsoft, mais ça peut être d'autres outils de supervision. Interne à SQL Server, on a rajouté des choses. Quand on a sorti 2008 R2, on a sorti une console qui s'appelle Utility Control Point, dans laquelle, certes, vous ne pouvez pas superviser tout, mais vous pouvez superviser, une fois que vous avez enregistré vos instances, la CPU, qui est quand même quelque chose qui est intéressant à voir, et l'usage de l'espace disque pour les fichiers de base de données. Donc aujourd'hui, intégré SQL Server, vous avez ça. Après, il y a des mécaniques beaucoup plus complexes que vous pouvez aussi mettre en place avec le Performance Data Collector, où là, vous pouvez, au sein d'SQL Server, si c'est ce que vous voulez faire, parce que vous n'avez pas d'outil de supervision, piloter la plupart des compteurs de performance SQL Server, voire les vues système internes SQL qui contiennent pas mal d'informations. Donc voilà, c'est automatisable. Dans SQL Server, vous avez dans l'agent SQL toute une mécanique pour gérer des alertes. Vous envoyez des mails. Donc je sais que ça c'est pas très souvent utilisé, alors que c'est vraiment pour vous alerter des problèmes de job, pour vous alerter des pics d'usage. Il ne faut pas hésiter à automatiser ces tâches-là en l'interfaçant avec un système de messagerie. Aujourd'hui, avec SQL Server, on sait s'interfacer avec des serveurs SMTP, donc vous n'êtes plus obligé on n'a plus une adhérence avec le SQL Mail comme on l'avait auparavant. Donc voilà, donc il y a plein de mécanismes. Le plus simple, effectivement, ça reste un outil de supervision qui est capable de superviser SQL. Mais voilà, après, dans SQL, si vraiment vous n'avez pas d'outil de supervision, voilà, vous reste les compteurs du Perfmon, il y a des outils qui permettent après d'analyser, de triturer ces fichiers de collecte de compteurs de Perfmon et de vous donner des rapports au format web, en vous mettant en rouge les compteurs qui ont une valeur supérieure à celle qu'on recommande, et vice versa. Donc voilà, il existe, indépendamment des outils de supervision, des mécaniques dans SQL pour pouvoir le faire. Et après, effectivement, c'est un choix. Et c'est important, effectivement, de bien monitorer SQL, parce que aujourd'hui, on voit de plus en plus de serveurs SQL, et les DBA ont de plus en plus de serveurs SQL. Souvent, les équipes ne sont pas extensibles non plus. Donc, mieux vous automatisez, et meilleur ce sera. Merci. Juste un petit complément, on a aussi les appliances, et notamment il y a une appliance qui est Database Consolidation qui permet de consolider jusqu'à 200 instances et même plus. Tout ça est supervisé par System Center, et l'idée c'est qu'on achète une boîte toute prête qui permet de superviser l'ensemble des instances. Donc ça c'est quelque chose qui est disponible actuellement, fait avec les constructeurs HP je crois. Oui. J'allais juste rajouter un petit point, c'est qu'on a aussi une gamme qui s'appelle System Center avec un composant qui s'appelle Operation Manager, avec un management pack qui est dédié à SQL. C'est ce qu'il y a d'ailleurs dans cette appliance. Mais qui existe aussi sous forme de logiciel à pouvoir installer. J'ai peut-être coupé la question. Sinon, l'idée c'était de dire on n'a pas finalement d'outil global. L'idée, c'était de dire qu'on n'a pas vraiment d'outils typés Microsoft qui englobe l'ensemble de la vie de la base de données et de ce qui tourne autour. Ce que fait Oracle avec ses plugins SQL Server, etc. Et j'entends bien vos arguments, mais c'est vrai que c'est compliqué de déporter le monitoring sur chaque base de données ou de prendre une appliance, après en fonction des bases qu'on a effectivement, plutôt que d'avoir un outil qui fédère justement l'ensemble des templates qu'on pourrait émettre pour ces alertes. C'est-à-dire que si on veut, d'après ce que je comprends, utiliser l'agent qu'il y a sur chaque instance SQL Server, il faut pour cela donc créer ces alertes sur chaque instance, et donc au niveau de chaque agent, ou est-ce que... voilà. Non, vous n'êtes pas obligé de le créer sur chaque agent. Cette méthode-là, c'est le cas où vous n'auriez pas d'outil de supervision. Il est clair qu'il n'y a pas mieux qu'un outil de supervision qui permet d'automatiser. Donc, effectivement, chez Oracle, c'est peut-être inclus dans les briques Oracle, voilà, avec tous les autres logiciels qui s'incluent. Chez Microsoft, c'est System Center, donc c'est SCOM qui vous permet de le faire. Donc, effectivement, si vous voulez, ça fait partie des briques. System Center n'est pas intégré à SQL Server, mais c'est un composant que vous pouvez utiliser. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser un outil de supervision et que vous voulez absolument faire ça par SQL Server, vous n'êtes pas obligé, système d'alerte, de le créer sur tous les serveurs SQL. Vous avez un système dans cette mécanique-là d'instances maîtres et d'instances esclaves, et vous avez la possibilité de
créer ces alertes que vous avez définies sur un serveur et de les déployer sur d'autres serveurs. Je voulais juste aussi ajouter une chose. Quand vous parliez de déployer des choses ou des scripts ou quelque chose, des jobs sur des serveurs distants, en fait, il est tout à fait possible d'utiliser un serveur maître et des serveurs esclaves. Et au niveau des jobs, quand on va créer les jobs, on peut très bien mettre des targets. Et les targets peuvent être N serveurs esclaves qui peuvent être répartis géographiquement sur des sites distants. Donc on a un seul job, on a les remontées ensuite d'historique qui vont se faire sur un serveur de management finalement. Et donc ça va vous simplifier vraiment la tâche. J'ai une demande assez récurrente de la part de certains de mes clients sur le fait je souhaiterais parfois ajouter la ressource SSRS sur mes clusters et je peux toujours pas, je crois, et je voulais savoir si c'est maintenant possible avec 2012, sachant je connais déjà la réponse, mais voilà, si je pouvais au moins savoir si c'était un problème technique ou si c'était vraiment une demande que certains de mes clients ont, mais que c'est les seuls à en avoir. Voilà. Ce qui est bien, c'est que je vais faire la même réponse que tout à l'heure. En effet, Reporting Services a une topologie ou une architecture, on peut mettre les deux mots, différentes, où on va être sur du scale-out. Donc quand on va vouloir faire de la haute disponibilité, avoir différentes instances, on va en fait multiplier les différents serveurs. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on a bien une seule base de données, report server TMDB, que là on peut mettre sur un cluster ou sur de l'Always On. Mais en fait, la partie, le service reporting qui exécute les rapports, lui, il est fait pour faire du scale-out. D'ailleurs, avec 2012, il est de plus en plus intégré avec SharePoint 2010, où là, c'est carrément une service application, ce qui fait que vous pouvez très bien le mettre dans votre ferme SharePoint et le répartir de la même façon que vous répartissez actuellement des rôles dans une ferme SharePoint. Donc, on est vraiment sur du scale-out et pas juste sur du clustering où on va basculer d'un nœud à l'autre sur ce service-là. Et c'est pareil pour Integration Services. J'avais une question là-bas. Voilà, oui. Oui, pour changer un petit peu de thématique, je parlais de réplication de fusion et savoir si sur SQL Server 2012, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour derrière faire en sorte que les téléphones, notamment Windows Phone 7, puissent parler avec SQL Server 2012. Vous avez une chance inouïe. Nous avons le programme manager de la réplication qui est basé à Seattle, ici présent dans la salle, et il est français. Bonjour. Bonne question. Donc en termes de réplication avec SQL Server 2012, sur la réplication de fusion, il n'y a pas eu d'amélioration particulière, de développement complémentaire par rapport aux capacités actuelles. Grosso modo, sur la réplication de façon plus générique, on a amélioré on supporte le Always On, donc il y a eu pas mal de travail fait pour supporter Always On. Le support de la réplication vers Windows Phone 7, c'est un sujet important qui n'a pas été facile à gérer. Aujourd'hui, avec Windows Phone 7, le point principal qui nous a empêché d'avoir la réplication, c'est le fait que SQL Server Compact n'était pas disponible comme il l'était sur Windows Mobile 6.5. C'est un gap aujourd'hui dans la stack. On est en train d'avoir des réflexions là-dessus, on est en phase de planning pour savoir qu'est-ce que l'on va faire à l'avenir pour ces scénarios. Personnellement, je pense que ce sont des scénarios qui sont très importants, qui le deviennent de plus en plus. Voilà. Aujourd'hui, pour ce type de scénario, ça implique la mobilisation de plusieurs divisions au niveau de Microsoft. SQL Server, la partie qui gère SQL Server Compact, la partie Windows Phone. Il y a un ensemble de priorités qui ont été définies pour SQL 2012. Celle-ci n'en faisait pas partie. On a quand même la possibilité de faire de la réplication vers Windows Mobile 6.5, c'est toujours possible. Il faudra juste avoir une version qui est 6.5 SQL Server Compact 3.5 SP2 CU6 qui est disponible, c'est un cumulative update qui est disponible gratuitement en téléchargement, de sorte que SQL Server 2012 puisse discuter avec les mobiles Windows Mobile 6.5. Windows Phone 7, c'est pas dispo. Je vous invite à partager cette remarque sur MS Connect, qui est le site par lequel vous avez la possibilité de remonter du feedback
et le souhait en termes de fonctionnalité sur le site Microsoft, ça arrive directement au niveau des programmes managers, au niveau du dev. Faites le côté réplication, faites le côté Windows Phone aussi, pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Juste pour terminer sur la partie réplication par fusion, on va dire, sur Windows Phone 7. Alors aujourd'hui, sur Windows Phone 7, vous avez le support d'SQL Server CE, donc on n'a pas la réplication, et Dieu sait qu'on me pousse pour essayer d'avoir. Bon, voilà la réponse. Par contre, vous pouvez quand même faire de la réplication, alors à minima, avec l'Isolate Storage et avec le Sync Framework qui est en version 4 et qui est en plus code plexé, sur lequel vous pouvez récupérer les sources. Donc si jamais vous êtes intéressé, il y a une session demain ou après-demain là-dessus. Oui, bonjour. En fait, moi, ça fait peut-être 2-3 mois que je programme sur SQL 2008, alors vous trouverez peut-être ma question stupide. En fait, vous parliez un peu plus tôt dans la présentation que vous avez faite 2 heures auparavant, que vous émettiez des rapports en utilisant Database Mail. En fait, le service mail qui se trouve à l'intérieur de SQL Server. Ma question, en fait, c'est est-ce que vous avez rencontré des applications où on pourrait s'en servir pour faire du mailing de masse? Alors, pour la partie database mail, celle dont je parlais tout à l'heure, c'est une mécanique qui va servir en fait au moteur SQL d'envoyer des alertes, ou à SQL Server agent d'envoyer des alertes en fonction de ce que vous l'aurez configuré. Mon backup est terminé, et il s'est pas bien passé, je vais envoyer un mail à l'admin. Donc aujourd'hui, c'est dans cette mécanique-là, c'est dans une mécanique de monitoring et de prévention ou d'alerte quand il se passe quelque chose. Donc maintenant, faire de l'alerting de masse, c'est pas forcément fait pour ça. Il faut savoir que ceci, quand je dis qu'il y a un mécanisme de mail dans SQL Server, c'est qu'SQL Server est capable de, je dirais, on peut associer à SQL Server un profil de messagerie, et c'est ce profil de messagerie qui va servir à envoyer des mails. Donc SQL Server, en fait, c'est comme si c'est pas un humain, mais c'est comme si il avait lui, en tant que logiciel, sa boîte mail, il peut vous envoyer des mails. Donc vous pouvez toujours envoyer à l'adresse mail que vous avez configurée par SQL, c'est pas SQL qui va répondre, ce sera plutôt l'admin. Mais aujourd'hui, c'est plus dans le sens, si tu m'as configuré pour me prévenir qu'il y a un souci, ou si tu veux que je t'envoie un mail, si les backups se sont bien passés ou pas bien passés, ou que, attention, ton espace disque a bientôt atteint le maximum, là, il est capable de déclencher des actions dessus. Un complément à cette réponse, dans Windows Server, il y a un service SMTP d'envoi de mail. Donc on pourrait imaginer une application qui va lire d'un côté la base de données avec les données qui vont être utilisées pour la fusion et qui va générer, en fait le SMTP c'est sous forme de fichiers, on génère des fichiers dans un répertoire et le service pool le répertoire et dès qu'il trouve des fichiers à envoyer, il analyse l'intérieur du fichier et il fait ce que vous lui avez demandé, destinataire, sujet, etc. Donc on pourrait imaginer de réutiliser le service de Windows pour pouvoir envoyer des mails d'un point de vue massif. Mais c'est pas SQL qui le fait de son côté. Juste pour compléter, le principe, c'est que Database Mail va utiliser un seul compte. Donc de toute façon, il n'enverra que de ce compte-là. Donc vous ne pouvez pas lui paramétrer d'utiliser tel compte pour envoyer tel jour et tel autre compte un autre jour, etc. tel user. Maintenant, vous pouvez très bien faire une boucle et les récupérer N adresses et envoyer sur N adresses. Ce n'est pas designé pour ça, mais c'est tout à fait faisable. Bon, vous avez répondu, en fait. Merci. C'est tordre le modèle. Voilà. Toujours à faire attention en tordant le modèle. Bonjour. Au niveau des différentes data management views qu'il peut y avoir concernant les index, pour voir l'usage, pour voir les statistiques, les index manquants, est-ce que vous pouvez évoquer ce qu'il y a par rapport déjà aux index colonnes de 2012 et puis éventuellement les index XML, tout ce qui peut concerner FTS? Bon, il y a toute une série de DMV sur les index, aussi bien sur leurs usages que sur ceux qui manquent, sur leur taille, etc. Arrive avec les column store index qui sont en 2012, de mémoire, je dirais 4 ou 5 DMV qui décrivent aussi les index, leurs usages, leur taille. Donc il y a les DMV rajoutés sur les column store index qui vont avec. Ça, c'est sûr. Pardon ? C'est surtout pour tout ce qui concerne les index manquants. Alors, sans aller forcément jusqu'à DTA. Mais... Alors, sur les index manquants, il y a effectivement 2 choses, enfin 3 choses.
Il y a la possibilité de voir les index manquants dans une DMV qui s'appelle Missing Index. Il y a la possibilité de voir les index manquants. Non, il y a 4 choses. Il y a la possibilité de voir les index manquants dans un plan. Quand on regarde le plan, on regarde les properties d'un plan. Et dans le properties d'un plan, on verra les index manquants. Missing Index. Il y a les possibilités de voir les index manquants dans les X-Events. Et il y a les possibilités dans le DTA de lui demander l'analyse et de regarder les index manquants, aussi bien en termes de cluster, de non-cluster et de column store index. Le DTA, c'est le Database Tuning Advisor. Advisor. C'est un conseil. C'est pas une recommandation. Ce n'est pas une obligation. Si vous en voulez un petit peu plus là-dessus, il y a une session demain après-midi vers 13h. Oui, je crois que c'est moi. D'accord, donc les column store, oui. Par contre, pour tout ce qui peut être recommandation autour des index XML, par exemple? Non, parce que l'index XML, c'est pas quelque chose qui manque. Déjà, c'est quelque chose qu'on met dans son architecture. Donc il ne va pas dire qu'il va manquer un index XML, on va créer un index XML en primary, et après à la rigueur des secondary, mais ça va être difficile de déterminer ce qui manque comme index XML. Donc il n'y a rien qui va nous dire ce qui manque en index XML, index spatial, index full text. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? C'est déjà pas mal, ouais. Bonsoir. J'avais une question, moi, qui concerne la consolidation. Pour des bases de taille moyenne, on va dire, entre 500 et 1000 utilisateurs et 200 à 300 gigas. Savoir quels étaient les plans de Microsoft à ce sujet, sachant qu'aujourd'hui, Hyper-V ne supporte que 4 processeurs, ce qui concerne, en ce qui me concerne, pardon, est une limite. Donc je voulais savoir quels étaient les plans. Excellente question. Donc effectivement, aujourd'hui, Hyper-V est limité à 4 vCPU. D'accord. Donc, ce que j'ai envie de vous répondre en premier, c'est le fait d'être limité aujourd'hui à 4 vCPU, ce n'est pas forcément une limitation en termes de consolidation, puisqu'effectivement, pour l'essentiel de vos workloads, aujourd'hui, enfin, pour la majorité d'entre eux, hormis les workloads, on va dire, spécifiques, très forte montée en charge, etc., 4 vCPU suffisent. Typiquement, en général, quand on fait de la consolidation, ce qu'on observe, c'est que sur, on va dire, une moyenne de 100, 200 instances, un parc important d'instances que vous avez à consolider, il y en a 80%, 90% qui peuvent se contenter de ça. Et effectivement, ceux qui ont besoin de plus de puissance, et bien sûr il y en a clairement, ces instances-là, aujourd'hui, effectivement, ne peuvent pas être consolidées sur l'Hyper-V. Donc, les approches qu'on préconise dans ce contexte-là, c'est de passer sur de la consolidation d'instances, ce qu'on appelle, que vous connaissez déjà probablement, le fait d'installer plusieurs instances en fait, sur un même serveur physique fortement SMP, donc muni de beaucoup de corps. Et demain, effectivement, donc, lors de la sortie de Windows 2008 Server, qui est pour bientôt, on espère, là, effectivement, cette limite sera... Comment 2012. On a une date précise ou pas, non 2012. Mais en tout cas, aujourd'hui, si vous voulez, effectivement, c'est clair que pour les instances qui sont, on va dire, qui peuvent se contenter de 4 vCPU, et il y en a beaucoup, Hyper-V on va dire, est un excellent candidat. Et au-delà de ça, effectivement, aujourd'hui, la préconisation, c'est de passer sur de la console d'instance, donc de faire de l'installation multiple d'instances au sein d'une machine, et donc, a fortiori, de s'orienter sur une architecture de type cluster pour les sécuriser. Parce qu'effectivement, quand on fait de la consolidation, on augmente de facto l'adhérence et le risque en fait, de ce nombre d'instances importants sur les serveurs. Et donc, bien sûr, il faut augmenter le niveau de disponibilité, de résilience de la solution. Voilà. Non, bonne remarque Pascal, le cluster n'a jamais protégé les données. Je voulais juste amener un complément à ça. HP, qui est un de nos partenaires constructeurs, fournit une appliance qui s'appelle Database Consolidation Appliance, dont le métier c'est justement de faire de la consolidation à l'échelle industrielle, donc basée sur la virtualisation. Et ils ont mis l'étape d'après puisqu'ils permettent d'avoir un portail pour vos utilisateurs pour qu'ils puissent provisionner eux-mêmes leur VM, qui puissent dire voilà, je veux tel type de configuration physique, RAM, etc. Ils cliquent sur un bouton, la VM est automatiquement provisionnée pour eux avec SQL Server dessus, toute la partie technique est automatiquement faite pour eux et ça va même jusqu'au chargeback, c'est-à-dire pouvoir refacturer après un autre département, enfin le département qui est consommateur de cette VM. C'est pas la réponse à votre question, c'est juste un complément sur la consolidation. Il y a maintenant des appliances qui font ça. Tout à l'heure, j'ai vu dans une présentation qu'on allait avoir une appliance OLTP.
Est-ce que vous avez quelques mots dessus? Qui en parlait de TV? Micro. Merci. Oui, effectivement. Donc, l'appliance OLTP, c'est la dernière appliance que propose notre partenaire HP et bientôt d'autres constructeurs. Je crois que l'annonce est relativement récente. Enfin, on a commencé à communiquer il y a quelques semaines sur ce sujet. Aujourd'hui, grosso modo, c'est une solution qui n'est pas basée sur la virtualisation, donc vous avez déjà lu les specs, j'imagine. Voilà. Donc, votre question, c'est plutôt quoi? C'est quelle serait la disponibilité de cette appliance? Pour l'instant, on n'a pas encore de date officielle à communiquer, mais c'est pour bientôt en fait. De mémoire, je crois que ça doit être Q1 2012, il me semble. Oui, tout à fait. On peut pas... Là, c'est plutôt une dispo côté HP. Ah, pardon, mais effectivement, on a quelqu'un dans la salle. Laurent. Ah oui, il est là, Laurent. Viens voir. Pourquoi tu es aussi loin, toi, là-bas? Viens par là, un peu. Bonjour, je suis Laurent Lequin, je suis avant-vente sur l'offre effectivement des appliances avec Microsoft, et on a en fait sur la partie OLTP pure, il y a en fait dès aujourd'hui disponible une référence architecture qui est basée sur 2008 R2 et l'appliance qui arrivera effectivement mars-avril basée sur SQL 2012 en OLTP. L'architecture est basée sur des serveurs SMP 8 processeurs avec des technologies de stockage SSD Array, donc l'offre Violine. Voilà. Bonjour. J'ai une petite question qui concerne la gestion de SQL Server. On a quand même usé IEO et SQL. On a usé SQL CMD. On est passé maintenant à SQL PS, qui est tout simplement PowerShell, en version 2 en ce qui concerne le 2012, et qui marche très bien sur 2008. Pourquoi c'est marqué dans la documentation 2012 que SQL PS disparaît à la version prochaine? Alors c'est gênant parce que si on demande aux gens de passer sur PowerShell et SQL PS, si on le fait disparaître, c'est un peu gênant. Ça remue beaucoup sur les forums à cause de ça. Parce que les gens... Oui. Je sais parce que, j'ai essayé de modérer, mais j'ai eu du mal. Alors, je sais pas, je suis pas au courant de cette information-là. Ce qu'il y a, c'est que SQL PS, ce n'est rien d'autre que PowerShell avec les modules SQL Server qui sont chargés. Donc vous n'êtes même pas obligé aujourd'hui, avec PowerShell et SQL Server 2008 R2, de lancer SQL PS pour pouvoir utiliser PowerShell avec SQL Server. Et puis PowerShell, ce n'est rien d'autre qu'une interface d'administrateur sous laquelle on fait du .NET derrière. Donc quelle que soit la décision qui est derrière, PowerShell continue à exister, puisqu'il est amené à supplanter nos anciens scripts VBS, BAT et compagnie. Mais même s'il n'y a plus le raccourci SQLPS dans SQL Server 2012, alors ça, encore une fois, ça reste à confirmer, je n'ai pas l'information. Non, c'est marqué en clair. Hein. D'accord, ok. Donc, donc je sais quoi, je suppose qu'effectivement, lorsqu'on lancera directement PowerShell, vous aurez directement accès à votre directory SQL Server sans avoir forcément à charger les assemblées qui sont derrière. Donc, ce qui fait qu'on aura un modèle qui est unifié, quel que soit ce que l'on va faire, on lance à la console PowerShell. Aujourd'hui, si on lance directement à la console PowerShell, on est obligé de charger les modules SQL Server. Je pense que demain, c'est à vérifier encore une fois, je pense que demain, vous pourrez directement accéder à votre directory SQL Server sans avoir besoin de charger les assemblées à utiliser. Moi, je me méfie, c'est que Microsoft, c'est le nom SQLPS qui va disparaître. Mais ce sera exactement le même produit ou à peu près. Non, l'utility. On peut revenir sur le texte. Je vais le lire à tout le monde, comme ça on sera tous en phase. Donc on est allé effectivement sur la doc. Alors, on va le faire en anglais. Hein. Donc il y a marqué, donc en parlant de SQLPS Utility, ok, pas SQLPS, c'est marqué This feature will be removed in a future version of SQL Server. Donc c'est pas la prochaine, c'est in a future version. Ça peut être dans 3 ou 4. Je chipote là, d'accord. Mais il faut être précis, c'est important.
Avoid using this feature, donc évitez d'utiliser cette fonctionnalité et adaptez votre code pour utiliser SQLPS PowerShell module à la place. Voilà. Parce que c'était en RDP là. Faut que tu fasses le Windows P. Ah bah écoutez, là on est en live sur amazon.microsoft.com. Hein. Non, parce que c'est. Ça c'était pas écrit comme ça il y a moi? Ah non. D'accord. J'en suis sûr puisqu'il y a eu un thread sur le forum de SQL Server Documentation. D'accord. Et c'était il y a à peu près un mois et demi. Bon, bah, ça a dû être un mauvais phrasé peut-être. Ou alors ils ont senti le tremblement de terre, c'est-à-dire que vous alliez poser la question aujourd'hui. Et ils ont dit, il vaut mieux qu'on corrige ça dardard, sinon ça va être hécatombe. Le produit est en cours de stabilisation, puisqu'on est encore en RC0, donc ça fait partie des choses qui sont en cours de correction. Merci. Deux petites questions. Aujourd'hui, on est beaucoup à virtualiser avec VMware. Demain, comment ça se passera avec SQL Server 2012? Et deuxième petite question, les certifications, c'est pour quand? Les nouveaux cursus? Voilà. Première question sur le support donc d'SQL Server 2012 sur VMware. Et la seconde, c'est? Les certifications, c'est pour quand? Ah, les cursus certification. C'est forcément lié à la sortie, mais... Tout à fait. Alors, pour le cursus chef de produit? Ouais. Ce que j'ai vu, alors j'ai pas les dates de certification, mais je sais que les cours, eux, seront disponibles au mois de juin. Où ils sont déjà accessibles sur learning.microsoft.com. Mais les dates de certification, je pense qu'ils vont pas trop tarder. Je pense vers le mois de juin aussi. Effectivement, il y a eu, par contre, attendez-vous à beaucoup de modifications au niveau de la certification. Par exemple, alors je vais vous en donner quelques-uns de tête. D'abord, ils ont été tout refondus. Les certifications seront valables que 3 ans. Il faudra les repasser si vous voulez les maintenir, etc. Donc, il y a déjà des choses pour ceux qui ont accès. Je crois que c'est sur Born to Learn, sur la présentation du contenu des futures certifications SQL Server. Concernant j'ai pas eu le temps de chercher là. Concernant la question sur VMware, je n'ai pas de réponse. Enfin, je vois pas pourquoi ça serait un problème. Alors, on supporte aujourd'hui. T'en as une toi? J'ai des éléments de réponse. J'ai pas la réponse officielle lorsque le produit sera finalisé et autres. Mais on a un programme de certification qui s'appelle SVVP, qui en gros est un programme de validation de notre produit dans un environnement de virtualisation. Cet environnement de virtualisation pouvant être du VMware, pouvant être du Hyper-V ou autre, à partir du moment où l'éditeur qui travaille sur l'hyperviseur en question fait partie de ce programme. VMware en fait partie. Et donc, la philosophie qui est derrière, c'est qu'à partir du moment où le constructeur, l'éditeur de l'hyperviseur en question fait partie de ce programme-là, on va supporter la solution dessus. On imagine bien que VMware fera probablement partie de ceux qui seront dessus. Par contre, ce sera vérifié lors de la sortie du produit. Pour l'instant, on est encore un petit peu tôt pour pouvoir vous le confirmer. Poser de questions. Bonsoir. Je sais que cette chose-là n'intéresse pas forcément tout le monde, mais je voudrais parler de la cartouche spatiale dans SQL Server. Et j'ai l'impression que ça évolue donc avec SQL Server 2012. Ça reste encore un produit un petit peu en termes de type de données à l'extérieur du noyau. Je voudrais avoir une petite idée d'une roadmap. Voilà. Alors je peux vous répondre puisqu'en fait on fait une session spécialement sur le sujet après-demain sur SQL Server 2012 et ArcGIS d'Esri. Donc là c'est avec un partenaire, avec Esri. Et on vous parlera justement des nouveautés dans SQL 2012, sur spatial précisément. Et donc il y a effectivement pas mal de nouveautés que je ne vais pas détailler maintenant, mais en termes de performance, dans les nouveaux types, les index spatiaux, enfin vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Ouais, ça n'a pas l'air d'être tout à fait encore abouti. Donc moi ce que je voudrais savoir c'est les perspectives. À quel niveau? Abouti à quel niveau? La conformité au GC, je dirais pour être à la hauteur des fonctionnalités. Alors de en fait Postgres, on est conforme au GC sur le type géométrie. Par contre, sur le type géographie, effectivement, on a défini nos propres méthodes qui ne sont pas forcément conformes à ce que préconise l'OGC. Mais, pardon? Il y a une convergence sur 2012 entre géométrie et géographie.
Il y a quand même une convergence sur 2012 entre géométrie et géographie, puisque l'ensemble des méthodes sont pratiquement disponibles sur géographie. Il y a les nouveaux types qui sont arrivés. Bon, je ne vais pas gâcher la session, que je fais pas, mais donc je ne connais pas le contenu, c'est ça que je veux dire. Si je ne connais pas le contenu, donc je ne sais pas, mais vous avez des nouveaux types qui sont arrivés avec les courbes, etc. Donc on commence vraiment à se rapprocher. Et moi qui travaille avec un client qui travaille sur sa propre base de données propriétaire spatiale, qui vraiment maintenant commence à se demander s'ils ne vont pas passer sur SQL Server 2012, parce que justement l'ensemble des fonctionnalités qui leur manquaient sont arrivées. Plus, je ne vous parle pas des nouveaux index automatiques qui résorbent beaucoup de choses. Bon, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des choses à faire, mais aujourd'hui, sur SQL Server 2012, on peut dire honnêtement qu'en termes de spatial, on est mature. Surtout après avec l'intégration avec .NET, avec les types géographiques qui vont arriver sur les stacks ADO.NET, Entity Framework, OData, qui permettent vraiment d'avoir... même les spécificités OData V3 sont arrivées avec le type géographie. Donc on a toute la chaîne d'SQL Server jusqu'au client sur le type géographique et géométrie qui sont allez, je veux dire presque aboutis, parce que je ne veux pas non plus... il en faut toujours un petit peu pour après, quoi. Et juste pour compléter ce que vient de dire Sébastien, il y a un livre blanc qui est sorti et qui est en cours de finalisation sur toutes les nouveautés autour des types géospatiales dans SQL 2012. Pour le retrouver, il faut aller sur le blog d'un certain monsieur qui s'appelle Spatial Aid, S-P-A-T-I-A-L-E-D, et dessus il y a un pointeur sur ce document. Vous avez même des sessions qui ont été enregistrées aux journées SQL Server où on parle de spatial. J'ai une petite question concernant les licences. Sauf erreur de ma part, les licences sont maintenant passées au cœur et non plus au socket. Alors qu'avant, il y avait quand même une certaine démarche, on va dire, commerciale qui insistait lourdement là-dessus. Est-ce que c'est déjà d'une part un petit peu à contre-cœur? Est-ce que c'est aussi peut-être pour simplifier tout ce qui tourne autour des VM? Alors tout à fait. En fait, effectivement, il y a un nouveau licensing qui arrive avec SQL Server 2012. Peut-être pour rappeler un peu les choses, on a plus que 3 éditions. Dans SQL Server 2012, la standard, la BI, enfin Business Intelligence et l'entreprise. Donc par exemple, la version Data Center n'existe plus, elle est remplacée par la version entreprise. Et en fonction de la version, on a un licensing qui est possible soit en serveur plus cal ou uniquement en cœur. Alors, si on prend par exemple l'édition standard, on a les deux possibilités. L'édition BI, c'est uniquement du serveur plus cal, et l'édition entreprise, c'est uniquement du cœur. Pourquoi du cœur? Parce que maintenant, enfin aujourd'hui et depuis déjà quelques temps, c'est la meilleure mesure de la puissance qu'on puisse faire d'une machine. C'est clairement maintenant l'unité de mesure que tout le monde utilise pour mesurer la puissance. En termes de coût de licence, parce qu'évidemment c'est la question qu'on nous pose tous, ce que vous pouvez prendre comme ABAC, si je puis dire, grosso modo, mais les prix ne sont pas du tout publics ni définitifs, mais je pense que la tendance est plutôt celle-là. On peut estimer qu'actuellement, le prix d'un processeur SQL Server 2008 R2 entreprise correspondra à 4 cœurs d'une SQL Server 2012 entreprise. Pour vous donner un exemple, enfin une ABAC, sachant que les prix ne sont pas du tout finalisés, mais c'est grosso modo l'échelle vers laquelle on se dirige. Alors, d'autre part, il y a des avantages qui sont liés à la software assurance directement, et notamment la mobilité des machines virtuelles. Avant, c'était compliqué parce on n'autorisait pas nos clients à bouger. Enfin, on n'autorisait pas. En tout cas, dans les droits d'usage des licences, on disait on n'a pas le droit de bouger une licence. On peut bouger une licence tous les 90 jours. On pouvait la bouger de machine. Donc c'était quand même très compliqué à gérer parce qu'il fallait calculer le nombre de licences nécessaires pour couvrir l'ensemble du parc et sur lequel les VM tournaient finalement. Maintenant, avec la software assurance, on acquiert des droits de virtualisation illimités pour la version entreprise et de mobilité illimitée pour l'ensemble des VM. Alors, c'est par édition. Selon l'édition, il y a des droits qui sont bien différenciés. Mais clairement, le licensing a été fait pour ça, pour simplifier les nouveaux usages que nos clients ont de SQL Server, qui sont de plus en plus virtualisés. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question ou... Bonsoir. Il y a des personnes qui utilisent SQL Server, SQL Express sur des postes clients. SQL Server 2008, SQL Express permet d'ouvrir une base dynamiquement par une chaîne de connexion UserDB FileName. Ça contraint quand même d'avoir une installation locale et d'avoir le SQL Express qui s'exécute comme un service, ce qui pose des petites contraintes au niveau du déploiement.
est-ce qu'SQL Server 2012 en version Express facilitera un petit peu le déploiement en local DB, notamment en ne s'exécutant pas comme service? Et question supplémentaire, est-ce qu'il sera possible d'ouvrir une base MDF sur un répertoire UNC, chose qui n'est pas possible du tout actuellement avec SQL Server 2008? Merci. Quelqu'un? Du coup, je vais parler de Stone Control. Je vais peut-être répondre à la deuxième partie de la question, parce que la première, j'avoue que je ne sais pas. Non, c'est pas que ça m'arrange, c'est que honnêtement, je ne sais pas effectivement s'il y a des améliorations par rapport à l'ouverture directe d'une base dans SQL Server 2012 Express. Honnêtement, je ne sais pas. Par contre, effectivement, de pouvoir stocker les fichiers d'une base sur un file share, c'est des choses qui vont commencer à arriver, effectivement. Alors, en 2008 R2, il me semble qu'il y avait un trace flag. Alors, je vais me lancer peut-être un 1408, mais il faudrait peut-être que quelqu'un le vérifie, qui permet effectivement d'attacher une base qui est stockée sur un répertoire réseau. Même si ce n'est pas forcément quelque chose qui, à mon sens, devrait être fait, il y a quand même ce genre de possibilité. Après, si la base peut être en lecture seule, on a aussi la possibilité d'utiliser des bases SSD, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre les fichiers sur une LUN, donc sur un SAN. La LUN, on va la présenter en read-only à N serveur SQL, et on va pouvoir faire un attache de la base en read-only. Donc, il y a quand même des solutions qui existent pour du read-only. Mais sur l'attachement de fichiers en lecture-écriture qui sont situés sur le réseau, faisable avec un trace flag, mais il me semble que 2012 améliore un peu les choses. Alors par rapport à cette, déjà pour compléter ta réponse, effectivement, en fait, à partir de SQL Server 2012, au niveau des supports disques supportés pour les bases de données, il sera possible de mettre les fichiers de base de données sur des serveurs de fichiers SMB. Donc ça veut dire que voilà, qu'ils utiliseront le protocole SMB, donc ce sera plus obligé d'avoir les bases de données sur des serveurs locaux. Donc ça sera possible, c'est disponible à partir de SQL Server 2012. Demain on a une session migration et on en parle un petit peu plus. Donc, voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Pour la partie SQL Express en local sans service, donc dans 2012 il y a un local DB, enfin il y a une solution de local DB qui arrive qui permettra d'avoir un serveur SQL sans pour autant avoir un service. Voilà, donc ça c'est prévu et dans 2012 ça fonctionne. Le nom officiel c'est Serverless SQL Express, donc serviceless. Le principe c'est pouvoir tourner SQL Server en dehors de la notion de service et donc de pouvoir évidemment attacher une base à partir juste de l'exé SQL Server. Donc au jour d'aujourd'hui c'est dans la CTP. C'est dans la CTP2 c'était à partir de la CTP2 de SQL. Je n'ai pas beaucoup de billes là-dessus parce que j'ai pas tellement eu le temps de jouer avec, mais il y a ça y est dedans et il y a un certain nombre de fonctionnements qui sont dans le standard de SQL Server qui sont là en serviceless. C'est typiquement le modèle qui est utilisé à travers les SQL Server Data Tools ou encore SSDT pour pouvoir accéder à la base et travailler en mode dit offline lorsqu'on fait un développement d'applications autour d'une base de données. J'ai une petite question sur le licensing aussi. En effet, si on regarde le produit Microsoft SQL Server, ça devient de plus en plus lié à un SharePoint. Il y a des fonctionnalités là-dedans qui sont comme Power View, Power Pivot, qui sont seulement disponibles sur un site SharePoint. Et le fait, on voit beaucoup chez les clients, des solutions qu'on doit être en effet installer SharePoint, mais le modèle de licencier les choses, c'est tellement compliqué que est-ce que Microsoft va faire quelque chose sur ce côté-là? C'est une bonne question. La sortie, c'est où, c'est là? Vous avez raison. Bon, c'est vrai qu'avec SQL Server 2012, alors en version BI et entreprise, en gros avec Power View et Power Pivot, on est obligé de faire ça sur du SharePoint en version entreprise. Donc ça nécessite que les clients aient la version entreprise de SharePoint. Alors je pourrais vous raconter la valeur de SharePoint en tant que portail collaboratif, mais ce n'est pas le sujet. Effectivement, il y a un certain nombre de cas où ça peut poser des problèmes en termes tout simplement de prix. Donc sachez que c'est un point actuellement qui est en l'état chez Microsoft.
à ma connaissance, il n'y a pas une modification là-dessus, mais on a quand même des remontées du terrain, hein, tout simplement de nos clients, de vous par exemple, qui nous dites ça. Et donc, nous, on remonte les choses à la corporation pour voir ce qui sera possible de faire. Alors, soit, je ne sais pas, avec un licensing spécifique uniquement pour les fonctions de business intelligence, ça pourrait avoir du sens. Bon, c'est quelque chose qui est à l'étude à Microsoft Corp. Pour l'instant, en tout cas, effectivement, il faut licensing comme ça, il faut du SharePoint entreprise pour Power View et pour Pivot. Parfois, on voit chez les clients qu'ils n'ont pas du tout envie d'installer SharePoint. Je comprends. Alors après, il peut y avoir des raisons. Enfin, ça peut être un problème technique. C'est-à-dire qu'effectivement, on préférait que tous nos clients aient leur portail collaboratif sous SharePoint. Hein, moi, ça me plairait bien. Il y a évidemment des clients qui ont fait d'autres choix et je les comprends également, hein, parce que voilà, c'est historique, c'est comme ça. Par contre, on peut voir SharePoint pour la BI à la limite comme une brique technique, qui est quelque chose qu'on installe et qui tourne plus ou moins sans trop de problèmes. Par contre, il n'empêche que ça reste un problème, ça reste un souci de licensing qu'on se doit de régler. On ne demande pas à tous nos clients de passer intégralement leur portail collaboratif sur SharePoint, parce qu'ils ont fait d'autres choix. Par contre, il faut régler effectivement le souci du coût additionnel. Et là, on est en train de réfléchir au sujet. Voilà. Ça veut dire peut-être tous les composants qui sont à ce moment disponibles sur SharePoint vont être disponibles dans Report Services? En fait, pour l'instant, tous les reporting services, ils sont maintenant, avec SQL Server 2012, disponibles en tant que service partagé SharePoint, hein, mais ils continuent à fonctionner en standalone. Donc, on peut continuer à les installer en standalone sans SharePoint. Ce qui nécessite vraiment SharePoint, version entreprise, c'est uniquement la partie, on va dire, BI, de type Power View et Power Pivot. Voilà. Mais Reporting Services ne nécessite pas, il peut profiter de SharePoint, donc être installé dans une ferme SharePoint pour profiter de la disponibilité, etc. Je ne vais pas vous refaire le pitch sur le sujet, vous le connaissez, mais en tout cas, il peut être également installé en standalone en tant que Reporting Services comme avant. Voilà, c'est la réponse en tout cas officielle que je peux vous faire aujourd'hui. C'est quelque chose effectivement qu'on voit pas mal chez nos clients, chez certains de nos clients. Bonjour. Petite question SSAS parce qu'on n'en a pas eu beaucoup. Alors, je voulais savoir si ça allait être possible un jour de renommer les attributs dans les role-playing dimensions. Parce qu'il y a un connect qui existe depuis assez longtemps où ils disent c'était avant la R2, dans la prochaine version ce sera présent. La prochaine version c'était la R2. Aujourd'hui il y a 2012. C'est toujours pas présent à première vue. Donc, merci Charles-Henri. Alors, elle est sur les wishlists depuis très très longtemps. Je crois qu'elle était déjà sur les wishlists à la sortie de 2005. Et elle est annoncée comme sur Connect comme considered for future release depuis à peu près 2005. Ouais. Vu l'étendue extraordinaire des développements sur Analysis Services Multidim en 2012. Voilà. Non, mais j'en parle pas trop parce que attends, on va pas gâcher. On va pas gâcher une slide. Non, c'est pas supporté. Je sais pas si ça le sera un jour. Et je sais pas du tout quelle est l'étendue des développements qui sont considérés sur la partie multidim. Mais je crois que c'est une grosse question. Mais là-dessus, je peux pas trop parler. Et je vais pas filer ça à Jean-Marc encore une fois. Donc non, sur la partie multidim, ça n'est pas présent en 2012 et je ne sais même pas si ça fera partie des évolutions. La wishlist est très grande. Il y a ça, il y a beaucoup d'autres choses. Donc désolé. Dernière pour la route. Petite dernière. Où ça? Ah, pardon. Oui, merci, bonsoir. En fait, c'est pas une question extrêmement technique, mais on est toujours dans l'ère du toujours plus. Alors, je voulais savoir si vous aviez fait des benchmarks par rapport à vos concurrents et si vous pouviez nous donner un petit peu les résultats de ce qui a été fait, si tant est que vous ayez la curiosité de comparer votre produit à ce qui existe par ailleurs. Oui, on fait des benchmarks qui sont d'ailleurs souvent diffusés sur tpc.org. Hein. C'est des benchmarks officiels TPC. Sur SQL Server 2012, il n'y en a pas encore, à ma connaissance. Alors, à moins qu'il y en ait en préparation, sans doute, certainement.
Pour l'instant, il n'y en a pas d'officiel. Mais ils sont forcément en préparation. Après, je pense que on fera jamais un bench sur une version non RTM. Donc la version n'étant pas officiellement RTM, même si je pense qu'elle est légèrement prête quand même, hein, j'espère. Donc le bench, il se fera forcément dans les mois qui suivront la sortie du produit. Voilà. Bonjour, j'aurais une question au sujet des index filtrés. Donc j'ai voulu faire joujou avec et il y a un cas pour lequel ça n'a pas marché. Donc je voulais comprendre pourquoi. On a le support ici. Donc... Le support est présent. Appelez le support. Non, allez-y. Bon. C'est difficile à dire comme ça. C'était un index qui existe aujourd'hui en prod et qui était un très bon candidat à l'index filtré, donc beaucoup de volume. Et c'est un index tout simple, c'est juste is not null. Et donc en faisant le test en dev, je me suis rendu compte que donc je l'ai créé en double par rapport à l'index existant. Et sur des tests simples et en regardant le plan d'exécution, je me suis rendu compte qu'il était de temps en temps utilisé, de temps en temps pas utilisé. Donc le cas où il était utilisé, c'était sur une requête simple, juste avec le select is not null. Non, il n'y avait même pas besoin de is not null. C'est un select qui avait besoin de la colonne. Là, il appelait bien l'index filtré. Par contre, sur une requête, une proc un peu plus complexe, où il y avait des jointures qui faisaient appel à cet index filtré, là, il ne faisait pas appel. Alors, est-ce que c'est parce que le premier index existe toujours? Non. J'ai pas votre requête, je la visualise pas complètement. Mais a priori, ce qui se passe, c'est qu'il va utiliser l'index filtré à partir du moment où il n'aura pas besoin d'informations supplémentaires. S'il considère qu'il va avoir besoin d'autres informations supplémentaires, c'est-à-dire que quelque part dans des clauses de jointure ou les clauses de prédicat, il y a d'autres colonnes qui ne sont pas présentes dans l'index filtré, il peut estimer, et ça vous pouvez regarder en regardant le cost de l'opération en forçant l'index et sans forcer l'index, il peut estimer que passer par un autre index peut être plus rentable. Par contre, vous confirmez bien qu'on ne peut pas forcer l'utilisation des index filtrés. On peut mettre un int. Avec un with index, le nom de l'index filtré, j'ai pas l'impression que ça marche. Oui. Attention, un with, c'est un int. Un int, en anglais, ça veut dire c'est un conseil, d'accord. Et l'optimiseur, c'est le seul qui choisit, c'est pas vous. Donc le principe de l'optimiseur, c'est que vous lui donnez un conseil, il va essayer de l'utiliser. S'il ne peut pas l'utiliser, il va passer par autre chose. Voilà. Donc c'est possible que vous lui mettez un int sur l'index filtré et qu'il considère que c'est absolument pas faisable de passer par l'index filtré. Mais pourtant, avec juste une requête toute simple, je suis sûr que ça marche pas avec le with index filtré, juste tout simple, et je comprends pas pourquoi ça marcherait. Enfin, faudrait faire le test, mais... si vous venez à la session, ma session demain, vers 13h, je crois que c'est dans la même salle, on fera l'essai, parce que justement, j'ai une démo sur l'index filtré. C'est justement grâce à votre précédente démo, Gus, que j'ai voulu faire joujou. Mais on peut. Vous voulez dire qu'il n'est pas bon, en fait, ou quoi? Parce qu'attention, mais c'était un super sujet. Enfin, c'est vrai que c'est au niveau coût et optimisation, c'était impeccable. C'était ce qu'il fallait. Et là, ça marchait pas. Donc vous serez là demain pour sa session? Non, je serai pas là. Vous serez pas là? Bon, elle sera enregistrée, donc vous la regarderez en offline. Okay, merci. Je répète la question. La question, c'est donc... j'étais perturbé. La question, c'est quoi déjà? Sur l'index filtré, quand le filtre porte sur une colonne computed persisted. Je croyais que tu voulais répondre, moi. À ma connaissance, il n'y a pas de raison que ce soit possible.
Pourquoi c'est pas possible? Parce que pour pouvoir faire un index filtré sur une colonne computed, il faut que le résultat du compute soit toujours le même et puisse être stocké dans l'index. Donc persisted. On peut les mettre dans les colonnes qui sont dans l'index, ouais. Mais pas dans le filtre. Oui, on peut pas le mettre dans le filtre parce qu'on peut mettre dans le filtre que les colonnes qui sont persisted. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Ouais. Vas-y, reprends. Je reprends le micro. Oui. En 2008 et 2008 R2, on peut avoir l'usage d'une colonne computed persisted dans les colonnes de l'index, mais pas dans la clause. Mais pas dans le filtre. Pour moi, il n'y a pas de modification en 2012. Il n'y a pas de modification en 2012. J'en ai pas vu en tout cas, je pourrais regarder. D'accord. J'ai du mal à percevoir pourquoi on ne peut pas le mettre dans le filtre, puisque elle est persisted, c'est déterministe, tout va bien. Parce que la vue peut être alors la question c'est pourquoi ne pas passer par les vues? Parce que la vue est une solution qui marche en termes de fonctionnel, mais ça ne réduit pas la taille de nombre de pages qu'on va parcourir. Alors que le but de l'index filtré, c'est pouvoir réduire le nombre de pages qu'on va parcourir. Bon, eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette session. J'aurais déjà remercié tout le monde, tous les participants qui sont venus répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, on peut continuer. On est encore là un petit peu de temps. On n'est pas à quelques instants près. Vous avez vu, il y a plein de trucs nouveaux dans SQL 2012, plein de fonctionnalités normalement qui doivent s'afficher maintenant. Mais voilà. Si vous voulez en savoir plus, on a plein d'autres sessions demain, après-demain autour de SQL. Tout ça c'est enregistré. Vous pouvez les regarder. Pardon? Demain à 11h, on a une session tous les deux sur la vue d'ensemble. Et puis, on a quelques pointeurs de référence qu'on voulait vous donner avant de vous laisser partir. Voilà, pour aller à la fois assister au Virtual Launch qui aura lieu le 8 mars, pour regarder le site SQL français, donc avec toutes les informations autour du produit en français, le téléchargement de la version RC0 de SQL 2012 gratuitement, et des Virtual Labs pour pouvoir jouer avec le produit, pour pouvoir tester et tout casser sans aucun risque, sans avoir à installer une machine virtuelle chez vous. C'est hébergé dans nos data centers. Vous pouvez monter, vous pouvez faire tout ça. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin. Bonne soirée, bon Tech Days. À demain, j'espère. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.